On va parler de Disneyland. C'est vrai que quand on s'occupe de la communication de Disneyland, c'est un métier assez intéressant parce que c'est une entreprise et une marque assez segmentante. Il y a des gens qui aiment beaucoup, il y a des gens qui aiment moins, et c'est vrai qu'on va revoir avec nos invités un peu 20 ans d'histoire. Alors malheureusement, on n'a qu'une heure pour faire 20 ans d'histoire, c'est un petit peu dommage. Peut-être Thierry, si tu en es d'accord, on peut peut-être faire monter sur scène nos intervenants, les présenter. Voilà, et puis moi je suis pas le patron, oui, je vais le faire justement, je vais le faire, mais peut-être si vous avez les noms de nos intervenants, monsieur, on va les faire monter sur scène. Parce que vous allez voir qu'il y a dans les films qu'on va voir, il y a un intervenant qui est en face de moi qui ressemble à Assurance Tourix. C'est quand même un comble quand on travaille sur Disneyland. Je me suis quand même retrouvé il y a 15 jours à organiser une projection privée pour un sportif connu qui voulait absolument voir le film d'Astérix lors de sa visite à Disneyland, comme quoi on arrive à mettre tout le monde d'accord. Donc ce que je vous propose, c'est peut-être d'appeler nos invités pour que les gens les repèrent, on les présente, et puis je vais vous montrer en quelques minutes 20 ans d'histoire. Vous allez voir, c'est assez édifiant et c'est assez amusant. Donc je vais appeler monsieur Jean-Paul Balcou, qui est président du SAN Val d'Europe. Voilà. Et donc, la moustache d'Astérix. Voilà. Et par ordre alphabétique, bien entendu. Ah, vous verrez pas, d'accord. Donc voilà. Monsieur Jean-Jacques Barbeau, conseiller général de Seine-et-Marne. Voilà. Madame Chantal Brunel, députée. Ah. Conseiller régional, oui. Mais c'est un titre à vie, député, presque. Monsieur Dominique Coquet, directeur général de Village Nature. Village Nature, voilà. Alors Dominique, on lui doit plus que ça, hein, plus que les Villages Nature. Il a été, c'était l'ancien directeur général d'Euro Disney, on lui doit beaucoup. Mais il va le préciser tout à l'heure. Monsieur Gérard Eudes, vice-président du Conseil général de Seine-et-Marne. Monsieur Bertrand Housset, dont le nom a déjà été très largement cité, ancien directeur général adjoint de l'EPA-Marne. Et monsieur Claude Villain. Voilà. Donc, ancien délégué interministériel au projet Euro Disneyland. Et alors, monsieur Villain, il faut qu'on le remercie tout particulièrement parce qu'il nous a amené le beau temps de Toulouse. Il est venu spécialement de Toulouse pour venir nous voir aujourd'hui. Alors, je vais vous montrer 3 petits films. Le premier, c'est celui que moi j'ai appelé le Tchernobyl culturel. Vous vous rappelez cette phrase d'Ariane Mouchkine au moment du lancement de Disney, qui disait que c'était un Tchernobyl culturel. François Mitterrand disait que c'était pas sa tasse de thé. Max Gallo disait que c'était le pire de la culture américaine. Et Woody Allen était tout à fait de l'avis de Max Gallo. Donc c'est quand même... Disneyland, ça touche dans le dur en matière d'acceptation culturelle. Et vous verrez que pendant ces 20 ans, il y a eu un gros effort d'acceptation culturelle. On va regarder après un film qui s'appelle Génération Disneyland, qui, vous allez le voir, en 1 minute et demie, raconte 20 ans d'histoire. C'est assez impressionnant. C'est un film qu'on a fait l'année dernière, au moment où on célébrait nos 20 ans. Et puis après, on entendra... Monsieur Balcou, qui va nous raconter ses 20 ans, puis je vous poserai une première question à vous. Donc ce qu'on va dire, c'est qu'après les films, vous montez tous sur scène, comme ça après je peux vous interroger. Allons-y. Nous sommes encore dans un pays de droit et nous irons à ce moment-là devant le tribunal des expropriations. Pourquoi c'est toujours nous qu'on a la clientèle de merde? Avec 225 francs, on peut nourrir un Américain pendant 1 heure. Déguisé en Astérix, je vais tenter de pénétrer dans le parc Disneyland. On en a un peu marre de la sous-culture américaine, comme Dallas et comme tous les feuilletons pourris qu'on voit à la télé. On est pour la bonne culture et celle-là, on pense que celle-là, elle n'est pas acceptable. Les Français sont de plus en plus divisés, une ambiguïté que l'on retrouve jusqu'au sommet de l'État. Je respecte les expressions d'origine étrangère. Disons que c'est pas exactement, comment est-ce que vous disiez à propos de... C'est pas exactement ma tasse de thé, quoi.
Alors d'un seul coup, l'arrivée de Disney, effectivement, c'était comme si le ciel nous tombait sur la tête, nous les bons Gaulois du secteur. L'angoisse, c'était de voir la campagne transformée subitement en une mégapole. En 92, on a vu débarquer de véritables Indiens. Et c'était les Indiens du Wild West Show qui arrivaient et qui se mélangeaient à la population locale. Ça fait un petit peu drôle. Il nous a apporté de la manne financière par le biais de la taxe professionnelle, par le biais foncier bâti industriel, par le biais de son expérience. L'État français a créé une gare SNCF RER sur notre secteur. Disney est la locomotive économique majeure de notre territoire. Et nous, collectivités locales, nous devons créer des écoles, des crèches, des stades, de façon à ce que tout habitant vive une vie tout à fait normale sur notre secteur. Ça a évolué et pour moi c'est un bien. Parfait. Tiens, vous savez ce qu'on va faire, mesdemoiselles? On va les laisser, chacun va s'installer son petit nom. Sinon, demain matin, on y est encore. Je vais démarrer avec M. Balcou, puisqu'on vous a vu. Ça va permettre... Il y a une phrase, une question que j'ai envie de vous poser. N'y voyez aucune ironie par rapport à ce qu'on se disait tout à l'heure. Est-ce que le ciel vous est tombé sur la tête? C'est ce que vous disiez tout à l'heure. Je peux vous dire que oui, le ciel, en 1987, le ciel nous est tombé sur la tête. Parce que nous étions au départ cinq petits villages essentiellement à vocation agricole. Je peux même vous raconter une petite anecdote, je ne vais pas être très long. C'est que quand j'ai décidé avec mon épouse de nous installer ici à Magny-le-Hongre, c'est parce que j'étais pilote à Air France et je cherchais un coin à la campagne à égale distance de Roissy et d'Orly. Et à cette époque-là, mes beaux-parents, mes amis m'ont dit « mais qu'est-ce que tu vas faire dans ce coin-là? Tu ne verras jamais personne. » Bon, ils sont un tout petit peu plantés, vu la fréquentation du parc, vu la fréquentation du centre commercial du Val d'Europe. Mais bon, pour revenir à votre question, effectivement, nos préoccupations à cette époque-là étaient bien éloignées des enjeux que nous connaissons aujourd'hui. Ça a été pour nous une véritable révolution culturelle, et on en a parlé tout à l'heure. Parce qu'il a fallu s'adapter, il a fallu comprendre ce qui nous passait, ce qui se passait et ce qui nous était imposé quelque part. Et mais c'est pour nous, pour un élu, c'est une aventure absolument exceptionnelle, parce que on travaille dans l'humain. Or, c'est l'homme, et Dominique le dit très très souvent, c'est l'homme qui est au centre de tout cela. Il a fallu s'adapter, il a fallu comprendre, il a fallu apprendre, et c'était l'occasion de rencontrer des gens aussi intéressants les uns que les autres. Est-ce que vous avez eu l'impression que les Américains se sont aussi bien adaptés à vous que vous à eux? Je dois dire, pour vous répondre franchement, non. La première équipe de Disney était une équipe totalement arrogante qui est arrivée en pays conquis. Je n'ai pas peur de le dire. Je me souviens d'une présentation qui nous avait été faite aux États-Unis sur la signalétique sur les autoroutes, où on voyait une grande pancarte autoroutière avec la tête de Mickey dessus en disant c'est par ici le Val d'Europe. On leur avait dit à cette époque-là. Non, c'était pas comme ça, mais ils l'ont compris très très vite. Ouais. Il y a eu une autre équipe qui a été mise en place, l'équipe dirigeante avec Philippe Bourguignon, avec Dominique Coquet, avec tout le staff que nous connaissons, qui a totalement renversé la vapeur, et nos relations sont devenues excellentes après cela. Merci. Alors une question pour Monsieur Villain. Vous étiez à l'époque le délégué interministériel. Alors c'était un concept, si je peux employer une position qui... Le micro est branché là? Il est branché? Oui, c'est bon? Voilà, il est branché. Ça n'existait pas beaucoup, je crois, les délégués interministériels. Je crois qu'il y en avait 6 en France. Et quel était votre rôle à l'époque, il y a une vingtaine d'années? Bon, je n'étais pas délégué interministériel au moment du lancement du projet. J'étais le 3e délégué, le premier à signer la convention, le 2e à assister à la construction du parc, et j'ai été le 3e de 1993 à 2003 pour le second parc et le développement urbain du Val d'Europe, le centre commercial. Et en fait, l'origine, bien que le président Mitterrand n'en ait pas fait sa tasse de thé, ça a été sous un gouvernement socialiste que le parc
a démarré, puisque c'est sous le gouvernement Fabius et que c'est une femme politique qui a signé le premier document adressé à Walt Disney, disant que la France était prête à accueillir le parc. C'était Madame Cresson, ministre du Commerce extérieur. Donc, vous voyez, même si c'est pas une tasse de thé... À l'époque, il y avait une rivalité avec Barcelone. Voilà. Ah ben, ça a été choisi au départ. Disney hésitait entre l'Angleterre, Barcelone et Paris, et finalement a choisi Paris. Donc, même si c'est pas sa tasse de thé, il faut savoir qu'avec un peu d'obstination, on peut toujours mener un projet à son terme. Alors, vous connaissez la petite histoire sur Mitterrand? Quand George Bush père est venu en France, je l'ai découvert en refaisant les 20 ans, et il a invité François Mitterrand à Disney. Alors que lui ne voulait pas y aller. Et comme Bush l'avait invité, il était obligé d'y aller. Et il y a des images où on voit justement François Mitterrand qui n'a pas l'air très content d'être là, mais il traverse Main Street, des images assez amusantes. Voilà. Donc, le rôle du délégué interministériel, ça a été une création, je dirais, un peu américaine, parce que quand les Américains de Walt Disney, la Walt Disney Company, sont arrivés en France, ils se sont rendus compte qu'il fallait parler avec 5 ou 6 ministères, avec un conseil général, avec un conseil régional et avec 5 communes. Donc ils se sont dit, il faut que le gouvernement français nous nomme un interlocuteur unique, et c'est cet interlocuteur unique qui sera notre courroie de transmission avec toutes les administrations. Alors, voilà l'origine du délégué interministériel. Est-ce que ça a marché? Est-ce que ça a fonctionné de votre côté? Ah, je crois que ça a bien marché, quelle que soit la personnalité des délégués, parce qu'on a créé une méthode de travail particulière. Et dans mon intervention, c'est ce que je voudrais souligner, c'est qu'il y a eu une méthode Disney qui peut-être, pour des grands projets comme ça, pourrait être répétée. Vous savez qu'on dit qu'il y a une méthode communautaire pour faire avancer l'Europe, qui est faite de discussions, de contacts personnels, de compromis. Eh bien, la méthode interministérielle, ça a été ça. Entre la Walt Disney Company, les élus locaux, l'administration, notamment le ministère de l'Équipement et des Finances, et représenté pour l'équipement qui avait un rôle fondamental à jouer par l'EPA, et Bertrand nous en parlera un peu plus. Donc, c'était un travail où, dans les deux sens, aussi bien les demandes de Disney que les demandes des communes ou de l'administration, on les traitait ensemble. On les traitait ensemble dans un esprit amical jusqu'à ce qu'on trouve un compromis. Alors, avant de passer la parole à M. Housset, à qui je vais poser des questions sur la genèse aussi du projet, est-ce que de votre point de vue, s'il n'y avait pas eu cette fonction de délégué interministériel, le projet aurait-il vu le jour? Non, on ne peut pas dire ça a posteriori. Peut-être qu'il aurait eu plus de mal, mais il aurait sans doute vu le jour. Non, ce qui a été très bien, ce qu'il faut souligner, c'est que quand on se lance dans une aventure comme ça, il faut avoir une base et une constitution. Et cette constitution, ça a été la convention qui a été signée au départ entre Walt Disney et les pouvoirs publics français. Et dans cette convention, qui a été très bien rédigée, je peux le dire, j'en suis pas l'auteur, c'est un de mes collègues, le premier délégué, qui a mis la main, cette convention avait presque tout prévu. On peut dire tout prévu. Et c'est en se fondant sur elle et en la respectant qu'on a fait la première phase avec le premier parc, les 5 premiers hôtels, la deuxième phase avec le développement du Val d'Europe. Donc, il faut une base, un contrat. C'était un contrat que tout le monde a respecté. Alors bon, il y a eu des difficultés, il y avait des problèmes, pas d'image, mais chacun avait ses conceptions. Je me souviens, mon voisin Bertrand se souviendra quand il a fallu définir l'architecture du centre-ville du Val d'Europe. Il y avait des conceptions un peu opposées entre ceux qui voulaient un modèle classique, qui est un peu celui qu'on a maintenant, oui, et d'autres comme Bertrand qui auraient voulu un peu plus de modernisme. Mais je cite ça parce que des problèmes comme ça, on en a eu beaucoup, mais on les a toujours réglés
avec ce que j'appelle la méthode. La méthode, c'était d'en parler, de se réunir quelquefois tard le soir, jusqu'à ce qu'on trouve une solution et un compromis. Alors justement, vous parliez tout à l'heure de M. Housset à l'EPA. Est-ce que de votre point de vue, M. Housset, le projet initial a été respecté, j'irais même un petit peu plus loin, est-ce qu'il a été détourné ? D'abord, je pense qu'il faut souligner que le projet initial de Marne-la-Vallée dans le secteur 4, comme ça a été rappelé par M. Badelorge, était de réaliser le centre urbain principal de Marne-la-Vallée dans l'Est pour qu'il rayonne jusqu'à Meaux. Mais c'était un projet qui paraissait à bien des égards utopique. Le projet initial de la Walt Disney Company, quand nous l'avons rencontré, c'était de réaliser une destination touristique majeure avec des parcs et des hôtels. Et ce projet nous est tout de suite apparu comme un moyen, du fait de la richesse économique qu'il a créé, un levier de développement urbain. Et c'est la raison pour laquelle nous avons proposé de, je dirais, combiner les deux projets, le projet touristique et le projet urbain. Et quand nous sommes allés en discuter avec Disney, on pensait, nous, développer le projet urbain et eux, le projet touristique. Et c'est là où la Walt Disney Company nous a fait une proposition qui est à l'origine, finalement, du partenariat qui s'est créé. Je dirais, la Walt Disney Company nous a dit, non, il n'est pas question que vous développiez le pôle urbain et nous, la partie touristique. Nous allons développer en partenariat l'ensemble. Et de notre point de vue, je dirais, cette combinaison des deux a réellement permis de créer un pôle urbain majeur dans l'Est parisien que très vraisemblablement on ne serait pas arrivé à développer autrement. Donc, par rapport au projet initial, je pense que ça a été une opportunité formidable pour développer le projet initial. Avant de passer la parole aux politiques, une dernière question. Quelles ont été pour vous les difficultés les plus importantes et comment les avez-vous surmontées ? Parce que c'est quand même un choc de culture, je vais y venir dans quelques secondes, assez fort. Alors, si vous voulez, c'est un choc de culture et c'est un choc qui était un choc, que j'allais dire, quotidien. Mais ce qui nous a permis de le surmonter, c'est justement cette convention qui, je dirais, nous obligeait à travailler ensemble. Et dans cette démarche, je veux dire, chacun voulait faire mieux que le voisin, et nous en sommes toujours sortis par le haut, grâce à ce dispositif contractuel qui nous obligeait à contractualiser, je dirais, le développement, et ensuite nous obligeait à nous tenir aux engagements qu'on avait pris les uns et les autres. Je prends un exemple important dans ce qui a failli être un grave problème pour le Val d'Europe, et que la Convention a permis d'éviter. À un moment donné, quand on a voulu lancer le centre urbain avec le centre commercial, les maires des trois villes importantes voisines, Meaux, Coulommiers et Lagny, se sont opposés très vigoureusement à ce centre commercial et ont demandé au Premier ministre de bloquer le projet. S'il n'y avait pas eu la Convention avec un dispositif d'arbitrage, il est vraisemblable que, je dirais, la demande de ces élus, qui étaient déjà Jean-François Copé et Guy Dru à Coulommiers, aurait été suivie des faits par le Premier ministre et qu'on n'aurait pas réalisé ce centre commercial qui était... Mickey est un conciliateur de différents bords politiques. Mickey s'est avéré faire le consensus à travers le temps des différents bords politiques, comme l'a rappelé Claude Villain. C'est sous le gouvernement Fabius qu'on a signé le premier accord en 85. C'est Chirac qui, sans aucune, enfin, dans la continuité totale, a signé la convention en 87. Et on pourrait dire la même chose des gouvernements qui se sont succédés. Comme quoi, dans un village d'irréductibles, on arrive à se mettre d'accord. Absolument. Alors, une question, justement, on parlait des politiques, une question à monsieur Barbeau. C'est vrai que Mickey à la campagne, c'est quand même pas évident. On voyait tout à l'heure un paysan qui se plaignait de l'arrivée de Disney dans ses champs. Comment ont réagi les acteurs locaux? Et est-ce qu'il n'y avait pas quel était l'état d'esprit à l'époque? Et est-ce qu'il n'y avait pas une sorte de double invasion, à la fois culturelle, parce que c'était un mode de loisir qui n'existait pas vraiment, les parcs à thème en France, et puis aussi une invasion, j'allais dire, entrepreneuriale avec une entreprise extrêmement puissante qui est la Walt Disney Company. Oui, bonjour. Tout d'abord, vous dire que
Je suis pas sûr que je sois toujours le mieux placé pour répondre à ces questions, dans le sens où, de manière peut-être un peu atypique parmi mes collègues, j'ai plutôt une grande sympathie sur ce qui se passe aux États-Unis d'Amérique. Donc voilà, de temps en temps, j'étais peut-être pas le prototype de ceux qui considèrent que c'est pas leur tasse de thé, même si on peut discuter tout cela. Donc, en plus, je suis d'un territoire voisin, qui est le Val-Maubé, mais bien au sein de Marne-la-Vallée. Et donc ça donne un éclairage un peu particulier sur ce qui était en train de se passer à l'Est, alors que nous étions déjà dans notre secteur en opération d'intérêt national. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie cette question de la logique d'opération d'intérêt national, pour lesquelles les élus s'étaient déjà fait un peu déposséder de leur capacité à agir, puisqu'on agissait au nom de l'État. Hein, donc je crois que c'est un point très important. Donc, je me souviens par contre de réflexion et de crainte qu'il y avait sur la question de l'arrivée de Mickey sur le secteur, qui était, est-ce qu'en gros, cette grande compagnie va arriver auprès de petits villages, est-ce qu'en gros, ils ne vont pas faire la main basse sur l'establishment politique, sachant qu'il n'y a pas que Disney qui fait ça, hein. Je pense que on peut se dire les choses ici, hein. Quand vous regardez à Grenoble, tous les maires sortent du CEA. Hein, c'est-à-dire qu'il y a une politique de la part du CEA de bien... Donc il y avait cette crainte de dire, mais si demain, avec les moyens qu'ils vont avoir, ils se présentent aux élections, finalement ils vont mettre la main sur l'ensemble du politique, et voilà. Donc là il y avait une vraie crainte qui était assez forte. Alors après, sur le côté plus culturel, oui, ça existait très très fort, cette idée de refus un peu du modèle américain, mais en même temps, je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie qu'on était déjà dans une période de crise économique assez importante, et que fondamentalement, au niveau des autorités politiques, on était quand même plus dans une logique de se battre pour que Disney s'installe chez nous, plutôt qu'il s'installe en Espagne. Donc il y avait cette double contradiction. D'un côté, oui... Ça vous a forcé à vous mettre d'accord un peu. Oui, ça nous a forcé à nous mettre d'accord. Parce que je vous voyais tout à l'heure discuter tous les trois, vous n'êtes pas tous les trois du même bord politique, ou alors je me trompe un petit peu. Alors quand il s'agit d'une opération d'intérêt général pour la Seine-et-Marne, on est toujours d'accord. Vous aviez l'air de bien vous entendre, hein, moi j'étais surpris. Ouais. Dès qu'il s'agit de l'intérêt de la Seine-et-Marne, on arrive à se mettre d'accord. Ah d'accord. Alors Monsieur Barbeau. Je suis rural. Après je demanderai à Madame Brunel son point de vue. Je suis rural de l'étape et j'étais déjà élu au moment de la création de ce mégapôle. Et je me souviens avoir survolé en hélicoptère ce territoire de champs de blé. Et on nous expliquait qu'il y avait là des plans d'eau, là il y aura des hôtels et autres. Et c'est vrai, quand je suis rentré à la maison le soir, j'ai dit à ma femme, je crois que la niche va tomber sur le chien. Et que c'était pour nous impressionnant. Alors, c'est vrai qu'au départ, moi je suis juste en limitrophe, hein, mon canton est limitrophe côté A4 de ce beau projet. Alors on était un peu rassurés parce que ça ne nous touchait pas directement. Et puis en même temps, on se disait, on était un petit peu jaloux quand même de ce qui allait se faire. Sociologiquement, il y avait aussi de grosses différences dans les conseils municipaux de l'époque, où les agriculteurs étaient très présents dans les élus locaux. Donc je vous laisse deviner, moi-même, excuse-moi Dominique, j'ai fait partie de certaines manifestations sur des tracteurs. Ça ne vous empêche pas de vous asseoir à côté. Parce que électoralement, c'était quand même important, et que là, il y avait quelque chose à jouer finement. Ah oui, avec un tracteur, c'est très fin. Donc je le dis parce que c'est important. Bon, en ce qui me concerne, nous avons été au départ rassurés, puis jaloux, puis frustrés. Et le dernier projet, puisque je suis un peu une race à part ici, hein, je suis un élu du Sud A4, donc mais non pas en voie d'extinction, je crois au contraire, et que donc le projet de Village Nature, premier projet de taille européenne au sud de l'A4, nous a pleinement rassurés et nous a permis de travailler ensemble. Voilà ce que je voulais dire. Aussi que je suis très content d'être là ce matin parce que je suis ancien administrateur de l'université de Marne-la-Vallée et j'en ai été un fervent défenseur. Voilà. Très bien. Madame Brunet. Oui, bonjour. D'abord, moi je refais une remarque. En France, toute nouveauté est perçue avec crainte.
Disney était, quand est venu s'installer, une nouveauté, donc il y a eu la crainte. Moi-même, je suis arrivé en Seine-et-Marne en 89, où j'ai racheté une entreprise que je cherchais à redresser. Donc, et puis j'étais élu conseiller régional en 94, donc j'étais un peu en retrait en tant que chef d'entreprise. J'y étais plutôt favorable parce qu'il y a les emplois indirects, et que ça a amené, je veux dire, un développement extraordinaire. C'est vrai, je peux me permettre, que Disney compagnie a fait peut-être une erreur, et Jean-Paul l'a dit, c'est que je me souviens bien du premier président de Disney, très américain, qui est en... Comment ? Fitzpatrick, oui. J'avais assisté à quelques réunions où il y avait le président Fitzpatrick, et c'est vrai, Dominique était, si j'ai bonne mémoire, le seul Français qui connaissait la culture française, et peut-être l'erreur a été dès le début de mettre une équipe qui ne connaissait pas les traditions ni politiques ni culturelles de notre pays. Ça s'est effectivement ensuite amélioré. Dominique était assez seul pour mettre du lien, pour mettre de la convivialité entre les élus qui étaient là. Et c'est vrai que ce secteur, ça a été utile effectivement d'avoir un délégué interministériel, parce qu'il y a un problème de gouvernance, on peut le dire entre nous, de ce secteur. Il y a beaucoup d'élus très compétents, mais il n'est pas porté à Paris très fortement. Voilà, c'est ce qu'on m'expliquait tout à l'heure autour du café. Mais c'est tout à fait vrai. C'est un secteur qui est en compétition avec d'un côté la puissance de Meaux, son secteur, il y a aussi de l'autre côté Provins, et que il n'y a pas une image, je veux dire, le Val d'Europe, c'est beaucoup l'image de Disney. Vous demandez, il n'y a pas un Français, je suppose que vous avez fait des études. Le fond du problème, c'est que notre secteur, c'est Disney pour les Français. Il y a la vallée maintenant, pour le shopping. Oui, la vallée, Disney. Oui, mais la vallée, c'est aussi... J'ai un frère qui vient de Singapour, il m'a dit, je vais à la vallée. Oui, mais la vallée aussi, c'est Disney, puisque c'est Disney, enfin, c'est beaucoup Disney, voilà. Donc, c'est un secteur en pleine expansion, où je crois qu'il y a un dialogue qui s'est créé tout à fait consensuel et de relations très positives entre les élus et Disney. Mais c'est vrai qu'au début, il y a eu la crainte, la peur du nouveau, la peur de la nouveauté. Maintenant, on dira plus tard qu'est-ce qui n'avait pas été complètement anticipé sur le développement de Disney. Monsieur Villain, vous vouliez dire quelque chose? Après, je vais donner la parole à Dominique. Okay. Oui, je voulais dire qu'un des rôles du délégué interministériel, c'était de sortir un rapport de suivi. Alors, on ne l'a pas sorti tous les ans, mais on l'a sorti tous les 2 ou 3 ans. Et le dernier que j'ai sorti, je me souviens qu'il y avait 11 000 emplois directs, 20 000 ou 25 000 emplois indirects, des impôts qui tombaient bien. Je crois que il tombe bien maintenant aussi, les impôts. Le produit fiscal de Disney était bon et continue à être bon. Et je faisais toujours une blague à mes interlocuteurs américains. Je leur disais, Walt Disney, c'est un produit formidable. Ça crée de l'emploi, ça crée de la richesse fiscale, et l'actionnaire ne gagne pas trop d'argent. Je dois vous avouer que mes interlocuteurs américains n'appréciaient pas toujours. Mais ils appréciaient la joke. Donc, du point de vue économique, c'est un grand succès. Et je crois qu'on ne le dirait pas assez. Une deuxième remarque que je voudrais faire, et on en parle encore tous les jours en ce moment, c'est la crise du logement. Or, il faut savoir qu'on a quand même beaucoup construit, et on a construit de très belles manières au Val d'Europe. Moi, je défie quiconque, ici ou ailleurs, de me citer un ensemble neuf, moderne, comme ça, qui soit aussi bien réussi sur le plan architectural. Donc, ça a apporté une contribution fondamentale au logement dans l'Est parisien. Et sur ce point-là, ce n'était pas un problème entre Disney et les pouvoirs publics français, parce que du côté ministériel et de l'équipement, on était plutôt d'accord avec Disney qui voulait développer, c'était dans la Convention, il devait, au terme de la Convention, développer tous les ans, enfin tous les 5 ans, au terme des États, un certain nombre d'hectares. C'est plutôt, cher Jean-Paul, les élus locaux
qui avaient un peu peur de se voir submergés par une masse de logements neufs et de nouveaux habitants. Donc, ça a été un des problèmes les plus difficiles à régler, mais qu'on a, avec notre fameuse méthode, fini par régler et trouver un accord entre les élus locaux et les désirs du ministère de l'Équipement relayés par l'EPA. Et ça a été un des problèmes difficiles, mais qu'on a, lui aussi, fini par surmonter. Alors, j'ai laissé la parole à Dominique, après je vous donne la parole, M. Balcou. Est-ce que vous n'aviez pas l'impression, Dominique, d'être entre le marteau et l'enclume? Non, pas du tout. Je pense que ça a été une aventure extraordinaire. Je voudrais dire à l'auditoire qu'il a quand même beaucoup de chance d'avoir entendu tout ce qui a été dit, parce que c'est absolument vrai et qu'il n'y a aucune langue de bois, et je trouve dans tout ce qui a été dit énormément de pertinence. Alors, moi j'ajouterai quelques éléments. Je pense qu'il y a eu un mot magique dans la Convention qui s'appelait les meilleurs efforts. C'est une notion plutôt anglo-saxonne, de best efforts, mais qui a eu quelque chose d'absolument fondamental dans la recherche du bien commun. Et je dirais qu'on pourrait s'en inspirer partout, et on s'en porterait certainement beaucoup mieux. Pour ça, il y avait une deuxième condition, c'est des hommes et des femmes, et pas simplement des documents juridiques. Et pour cela, il faut ce que j'appelle des capteurs ou des transmetteurs. Et je pense qu'on a été un certain nombre de capteurs et de transmetteurs pour décoder ce qui se passait d'un côté et d'un autre, et d'agir autour des meilleurs efforts. Le troisième point aussi, je voudrais dire quand même, parce que bon, je ne vais pas faire le panégyrique de Disney, mais quand même, la résilience et la vision de la société, on s'est pris quand même 2 grosses restructurations en 1994. Claude, tu t'en souviens, qui venait juste d'arriver un an avant, 2004, et je dirais on vient de mettre presque un point final maintenant avec le rachat de la dette de Disney. Ça, il faut que tout le monde soit conscient que ça vient aussi de l'Amérique, et que bien d'autres aventures, notamment le loisir et le tourisme, se sont soldées par des échecs cuisants parce que les gens n'ont pas eu la capacité d'aller jusqu'au bout. Alors, moi je dirais que vraiment, à tout moment, ça a été une exaltation totale, parce qu'il y avait des fondements constitutionnels, il y avait cette notion magique, il y avait ces hommes et ces femmes, il y avait quand même l'assise d'une société qui gère sa vision à long terme de façon totalement exceptionnelle, avec une exigence de qualité permanente. Voilà. La dernière chose que je voudrais dire, c'est que, au fond, c'était aussi un grand théâtre où s'est joué le meilleur et le pire. Cette France qui avait accueilli Disney alors, en l'ayant ravi à l'Espagne ou à l'Angleterre, s'est dépêchée derrière de critiquer Disney à un point inimaginable. C'est-à-dire que quand vous offrez l'hospitalité à quelqu'un, oui, en général, une fois qu'il a passé le seuil de votre maison, c'est pas pour le critiquer. Pourtant, c'est ce qu'on a vu, oui, on sait pas très bien faire, avec vraiment, je dirais, quelque chose qui doit aussi nous interpeller. C'est impensable que des choses comme ça arrivent. Maintenant, en contrepoint, moi j'adore l'impertinence. Et je pense que l'impertinence des Français, c'est une partie d'eux-mêmes. Et donc, bon, qu'il y ait eu du chahut, etc., peut-être que ça nous a aussi empêché de nous enfermer dans une arrogance ou dans nos lauriers. Et donc, au bout du compte, c'est la dialectique de la vie qui a pris le dessus, avec ce caractère, je dirais, de fondement très bien fait. Je veux dire, c'est là où on se rend compte que les collectivités, l'État, dans un pays comme le nôtre, sont vraiment des architectures extraordinaires, qu'on devrait vraiment s'en rendre compte beaucoup plus souvent, mais aussi cette aventure humaine qui s'est écrite tous les jours. Alors, une dernière question, je vous laisse la parole après, madame. Comment vous avez fait, Dominique, puisque madame en parlait tout à l'heure, comment avez-vous fait pour faire comprendre aux Américains qu'il fallait peut-être un petit peu adapter et leur position, et leur discours, et leurs produits à la culture française et à la culture européenne? Alors, je vais vous raconter une petite anecdote, parce que moi, j'étais rentré en 91, donc vous voyez, il y a 23 ans, en 89, pardon, je vais encore plus loin, chez Philippe Bourguignon, et Fitzpatrick m'a nommé secrétaire général et responsable de l'interface avec l'extérieur en 91.
Et j'avais fait un petit document où on voyait le Val d'Europe sur la couverture avec un Mickey sur le côté. Et j'avais indiqué « Look, there is a world outside ». Regarde, il y a un monde autour de nous. Et je me t'ai fait taper sur les doigts en disant « Mais comment est-ce que tu peux utiliser la petite souris comme ça dans un document ?» Voilà. Moi, j'avoue qu'à l'époque, je ne maîtrisais pas tous les codes de la propriété intellectuelle dans un monde qui était hyper... vous imaginez, tu le sais très bien, François. Mais je crois que ça a été un électrochoc. C'est-à-dire que, si vous voulez, c'était comme des généraux romains qui installaient une nouvelle ville, quoi. Bon, je crois qu'il faut, et d'ailleurs, on revient quand même toujours à la symbolique d'Astérix et non, Obélix. Non, mais c'est logique parce que il y avait pour oser dire, on va ouvrir le 12 avril 1992 à 10h du matin et dire ça, je dirais 5 ans avant, il fallait avoir une attitude comme ça. Et donc tout le monde, chez les Américains, qui était complètement mobilisé sur cet objectif et donc se moquait éperdument de ce qui se passait tout autour. Et donc il y a eu donc ce besoin, alors ça a créé évidemment des révoltes considérables, mais donc ce besoin de prise de conscience. Et donc, ça s'est fait autour de ces choses-là. Madame Brunel voulait dire quelque chose, après je vais vous interroger. Oui, juste, je voulais apporter, si vous me permettez, un petit compliment à ce qu'a dit Dominique Coquet. C'est vrai que l'installation de Disney, il y a eu, et son développement, quelques difficultés pour l'insuffisance de fonds propres, et quand il y a eu la restructuration financière, que j'ai vécu, parce que je me souviens un coup de téléphone du président de Disney, à l'époque j'étais député bien sûr, grande partie de Disney, un 12 août, m'expliquant la difficulté de la situation financière, et que dans la restructuration financière de Disney, et Jacques Chirac, avec qui j'en avais parlé, a été très allant. Il y a eu Breton à l'époque, ministre des Finances, qui lui avait on ne peut plus que des réserves, et est arrivé Nicolas Sarkozy au ministère des Finances, qui a permis que l'État participe largement à la restructuration financière de Disney via la Caisse des dépôts. Et c'est évident que c'eût été un tremblement de terre. Si jamais il y avait une défaillance de Disney, c'eût été ici un tremblement de terre, car c'est vrai que Disney, comme vous l'avez dit, M. Villain, c'est 10, 12 000 ou 13 000 emplois directs. Ô combien d'emplois indirects rien qu'une grand groupe... 44 000. Oui, 44 000. Comme un grand groupe comme Elis est venu, mettons, construire il y a longtemps, mais une usine de nettoyage de linge super sophistiquée, parce que Disney était là, qu'il y a toute une compagnie de services. Nestlé, d'ailleurs, est venu, moi je connaissais à Noisiel, parce que Disney était là. Donc ce que je voudrais dire quand même, c'est que Disney a aussi des rapports d'interdépendance avec l'État, et que quand il y a eu la restructuration financière, c'est vrai que, je ne dirais pas ce que m'avait dit Nicolas Sarkozy, il m'avait dit on demandera le maximum aux Américains, mais on fera tout pour qu'il n'y ait pas de défaillance de Disney. Et c'est vrai que l'État là aussi. Ah, oui, allez-y, le micro. Très court sur le sujet, parce qu'on n'y reviendra pas. Sur le sujet par rapport à, effectivement, aux différences culturelles. Best effort, je pense qu'au début, il n'y a pas forcément eu le best effort des deux côtés. Allez, j'ai juste quelques exemples où les choses ont bien évolué. Je me souviens de ma surprise lorsque, arrivant à Disney, les limitations de vitesse devaient être 27 km/h. Parce qu'ils avaient traduit les miles, donc les limitations de vitesse de miles, en kilomètres, mais ils n'étaient pas venus à l'idée que ça pouvait être 25 ou 30. Je vous assure que c'est un peu plus que du symbole. Bon, je pourrais rajouter aussi la question tarifaire. Et les choses ont vraiment énormément évolué de ce point de vue. Et je crois que... Comment ? Le vin. Le vin, voilà. Bon, donc il y avait quand même tout un tas d'éléments. Il n'y a pas un journaliste qui m'en parle pas de ça. Qui faisait qu'alors qu'il y avait... La barbe. Alors qu'il y avait cette question... C'est même pas la peine d'essayer. Il y avait cette question de culture et en même temps... Voilà, donc juste pour... Mais le coût des kilomètres en miles était quand même assez étonnant. On aurait peut-être dû le mettre dans la convention. Alors, quand on est représentant local, on s'oppose ou on essaie de travailler en bonne intelligence ? Si on fait un tout petit peu l'historique et très rapidement, oui, on a eu tendance à s'opposer, bien évidemment, au départ, puisque... C'est de la posture ou c'est du fond ? Le ciel nous tombait sur la tête, non. Ouais. Mais très rapidement, et en ce qui me concerne, il s'est agi de quelques jours,
on a très bien compris que si on n'accompagnait pas ce projet qui nous était imposé par le biais d'un projet d'intérêt général et d'une opération d'intérêt national avec une multinationale comme Disney qui est terriblement importante, eh bien on serait en queue de train et on serait largué. Donc on a préféré, nous avons préféré en tant qu'élus accompagner le projet, sinon le devancer. Et puis on a pris, on s'est formé encore une fois et nous avons avec l'établissement public, nous avons avec Disney, nous avons avec le SAN, et donc les communes, nous avons des divergences. Mais nous avons certainement un point commun, c'est de l'intérêt général et de bien réussir ce secteur. Et on a cette volonté, et je pense qu'on ne s'est pas planté depuis 20 ans. On a fait d'excellentes choses depuis 20 ans grâce à toutes les personnes qui sont autour de la table. Donc, ceci dit, il y a une convention qui régit. Je crois que c'est vraiment le nerf de la guerre. La convention de 87, bon, on en reparlera tout à l'heure. Elle force les gens à travailler ensemble. Une convention trentenaire qui allait se terminer en 2017, qui a été prorogée jusqu'en 2030. On en reparlera peut-être tout à l'heure. Mais je pense qu'en suivant ce mode d'emploi, si je puis dire, qui est la convention, on a réalisé de très belles choses. Mais les élus, actuellement, tiennent toute leur place, rien que leur place, mais toute leur place dans ce système. Alors, juste aussi un petit mot, ce qui est assez amusant, c'est de voir des gens qui manifestaient sur des tracteurs, bon, pas Marcel Dupré, parce qu'il est passé à Patresse, le pauvre, mais d'autres personnes qui sont sur ces films et qu'on croise maintenant dans les cocktails mondains chez Disney. Et c'est assez intéressant. Il nous reste un petit quart d'heure. Je voudrais laisser un peu de questions à la salle. Je vais faire un petit tour de table. J'ai 2 questions à vous poser. Et je vous demanderai à chacun d'entre vous d'y répondre. La première, c'est si c'était à refaire, est-ce qu'on refait? Et la deuxième, on vient de célébrer les 20 ans. Disneyland et le Val d'Europe dans 20 ans, vous l'imaginez comment? Alors, on va peut-être commencer avec vous, monsieur. Je vous prends peut-être un peu de cours. Non, pas du tout. Voilà. Si c'était à refaire, on le referait certainement. Et je voudrais juste profiter de cette occasion pour dire que le Val d'Europe nous a permis de bénéficier de l'expérience des 3 autres secteurs de Marne-la-Vallée. Nous avons démarré les secteurs 1 et 2 sur une vision de modernité très forte. Cette vision de modernité nous a empêché d'accueillir des promoteurs qui construisaient pour les couches moyennes supérieures. Nous en avons tiré la leçon à Bussy-Saint-Georges et nous avons changé de modèle architectural et urbanistique et nous avons attiré les couches moyennes supérieures. Mais l'objectif que nous avions depuis le départ, que nous n'avons pas réalisé dans les secteurs 1 et 2, qui était celui de la mixité sociale, nous ne sommes pas arrivés pendant longtemps à le réaliser à Bussy-Saint-Georges parce que les élus issus des programmes de logement que nous avions réalisés n'ont pas voulu faire de logements sociaux. Et c'est sur le Val d'Europe qu'on est arrivé à réaliser une mixité réelle grâce à la convention. L'obligation, enfin, ça a été bien sûr l'objet d'un accord, mais la convention a permis de contractualiser dans la durée ces objectifs de mixité sociale qui se sont réalisés. Et je pense que si c'était à refaire, on le referait. Et dans 20 ans? Et dans 20 ans, je pense qu'il y a une belle histoire du Val d'Europe qui continue de s'écrire parce que l'avenant qu'on a signé en 2010, il donne à ce secteur, je dirais, un très bel avenir à la fois de développement urbain et de développement économique pour les 20 ans à venir. J'en suis intimement convaincu et je dirais le démarrage dans d'excellentes conditions du projet Village Nature le montre. Monsieur Villain, si c'était à refaire, et dans 20 si ans... c'était à refaire, il faudrait le refaire et un peu sur les mêmes bases, avec une bonne base de départ. Deuxièmement, dans 20 ans, comme l'a dit Bertrand, moi je crois qu'il y a encore beaucoup à faire. Le dernier avenant, on a acheté les fondements. Et dans 20 ans, je crois, avec Village Nature, la petite sœur qui va se développer de l'autre côté de l'autoroute, je crois que ça doit être encore beaucoup plus beau dans 20 ans que maintenant. Merci, Madame Brunel. Si c'était à refaire, il faudrait le refaire, peut-être quand même en prévoyant davantage le problème des transports, parce que bien sûr Disney nous a amené un TGV, le RER, mais
on n'a pas anticipé un développement urbain avec les énormes problèmes de transport qui asphyxient quand même ce secteur et qui vont finir par l'appauvrir. Car quand les gens mettent énormément de temps à aller à la capitale ou pour travailler, c'est vrai que c'est à terme un appauvrissement, à mon avis, de ce secteur. Et puis dans 20 ans, ce que je souhaite, c'est bien sûr que Disney continue son développement, mais que ce secteur, accepte ou arrive à amener une autre grosse entreprise. Car le Marne-la-Vallée ne peut pas vivre uniquement que sur Disney, et ce n'est pas une critique, c'est 12 000 emplois directs, 40 000 emplois indirects, mais que si on veut vraiment rééquilibrer à l'Est, il faudrait que des entreprises, une entreprise importante et moteur, arrive aussi dans 20 ans ici. Monsieur Barbeau, on refait pas. Si c'était à refaire, moi je refais, mais peut-être. Vous remontez sur votre tracteur aussi ? En consacrant beaucoup moins de temps à s'opposer, et on aurait beaucoup moins de mal à convaincre, je crois, maintenant, vu ce formidable succès, moi je le dis, et c'est une locomotive pour notre secteur. Dans 20 ans, moi je pense que les choses évolueront différemment, que la dimension environnementale deviendra de plus en plus prégnante, et que justement, face aux réserves foncières et le patrimoine environnemental de l'Est Seine-et-Marnais, enfin en tous les cas au sud de la 4, il faudra voir les choses comme vous l'avez fait pour Village Nature. Moi je le dis, j'ai été très sensible, et c'est à partir de cela, et c'est pourquoi que je pense que la vision actuelle, là je vais être peut-être un peu critique, est trop réductrice. C'est-à-dire qu'elle ne peut pas se cantonner à Val d'Europe, à Marne-la-Vallée. Il faut qu'il y ait des partenariats qui s'ouvrent sur un rayonnement avec d'autres territoires, parce que dans 20 ans, le desserrement de Paris et tout ça va encore accroître les transferts, et que je pense qu'il faut qu'on continue de travailler, là je parle en tant qu'élu, avec Disney, avec les sociétés Village Nature, parce que vous êtes un poil à gratter. Et ça, c'est bien, parce qu'on a beaucoup tendance, en tant qu'élu, à se dire il est urgent de ne rien faire. Voilà. Dominique. Sur la première question, je crois qu'il faut se dire ce projet a agi comme un véritable révélateur, un véritable miroir, et en même temps un pôle d'action de tout ce que représente une grande nation comme la nôtre quand elle accueille un grand projet d'envergure internationale, avec des moments difficiles et des moments magiques, mais bon, tout est là. Tout est là. Aujourd'hui, le Val d'Europe est en ordre de marche, Disney est en ordre de marche, les gens se sont appropriés Val d'Europe, les élus se sont appropriés Val d'Europe, et Disney fait partie du paysage, et donc c'est quand même, peut-être pas un sans faute, mais on n'en est pas très loin, parce qu'il y a eu tellement d'expériences malheureuses ailleurs, et c'est probablement dans cette dialectique entre le public national, le public local et le privé, qu'on a créé des choses dans lesquelles les principes de réalité, mais aussi la vision, pouvaient se faire. Et ça, c'est exceptionnel. Exceptionnel. Surtout vu les résultats aujourd'hui, etc. Sur l'avenir, moi je dirais, évidemment, l'avenant de 2010 jusqu'à 2030, c'est déjà une promesse. Mais je voudrais faire voilà. Et un engagement. Et des engagements. Mais moi, ce que je voudrais surtout dire, c'est que c'est pas parce qu'on a fait des choses pendant 20 ans qu'on doit être blasé, et je rejoins ce que dit tout à fait Jean-Jacques, c'est l'avenir qui compte. C'est le seul l'avenir compte. Et je pense que ce qui est le plus important de tout, c'est l'esprit de conquête. Et dans une nation comme la nôtre, je pense qu'aujourd'hui, c'est un sujet fondamental. La vision à long terme, c'est celle qui doit nous guider, pas simplement le court-termisme des 2 ou 3 prochaines années. Comment on se projette, comment on fait en sorte qu'on arrive à travailler ensemble, même quand on n'est pas d'accord. Et tout ça, on l'a démontré. Mais avant tout, c'est l'ambition. L'ambition au service d'une vision. Et voilà, donc je pense que, moi, mon rêve, c'est que dans 20 ans, ce qui se sera passé, ça sera encore plus important que ce qui s'est passé dans les 20 dernières années. Merci. Monsieur Eudes. Oui, alors si c'était à refaire, oui.
Je crois que les résultats sont probants. Il y a quelque chose que vous referez différemment. Oui, je vais vous le dire. Mais je pense qu'on n'aurait pas pu, cela étant. Ouais. Moi, mais vous allez voir, je vais reprendre finalement entre hier et aujourd'hui et demain. Moi, on s'est pas mal interrogé sur le fait qu'il fallait plusieurs secteurs dans la vallée, y compris 2 établissements publics pour gérer cette question. Je pense que si c'était à refaire, ça serait mieux si on avait pensé Marne-la-Vallée dans son entier. Et ça peut d'ailleurs poser la question, y compris de la diffusion de cet ensemble sur les autres territoires autour. Hein, je pense que ce que j'aurais aimé qu'on fasse autrement, c'est effectivement de penser global, hein, d'avoir une agglo ou du moins une opération d'intérêt national avec un seul établissement public, en partenariat public-privé avec Disney, et pas d'une certaine manière une entité un peu autonome, qu'elle soit celle de Disney ou celle du Val d'Europe. Ça va me permettre de rebondir sur demain. Je pense que l'avenir est grand pour ce secteur. Mais là aussi, est-ce que demain on continue avec 2 établissements publics, avec 4 secteurs, ou est-ce qu'on se dit, et j'en rêve, que demain, Marne-la-Vallée, c'est une grande agglomération. Je vais vous donner un chiffre qui m'a étonné, c'était il y a quelques mois dans les Échos. Les Échos ont essayé de classifier les agglomérations en termes de production de PIB. Et comme on a la chance quand même, sur Marne-la-Vallée, d'avoir une adresse unique, ceux qui ont fait les calculs ont pu trouver la richesse produite par Marne-la-Vallée par l'adresse des entreprises. On était la 5e agglomération de France. C'est-à-dire que si on était vu comme une seule agglomération, nous sommes d'ores et déjà la 5e agglomération de France en termes de production du PIB. Est-ce que ça ne tient pas qu'à vous, ça, de vous mettre d'accord? Oui, ça tient, oui. Attendez, vous ne m'avez pas demandé comment on allait faire. Vous m'avez demandé comment je voyais les choses. C'est votre métier, c'est pas le mien. J'essaye de l'exercer, et je vois que comme Jean-Jacques... Mais moi, il y a une chose qui me fascine dans ce que j'entends aujourd'hui. Il y a 2 choses qui me fascinent. 1, que le public et le privé. 3, le public et le privé peuvent travailler main dans la main de façon extrêmement intelligente. 2, les Américains et les Français peuvent se mettre d'accord. 3, que les divergences politiques font fi par rapport à l'intérêt général. Et moi, j'en suis fasciné. Hein. Alors, je peux là-dessus répondre. Vous allez voir, il y en a plein de sujets. Vous allez voir que des gens n'arrivent pas à se mettre d'accord dans les partis politiques. Les divergences politiques, de temps en temps, quand vous regardez la question des transports, vous regardez la question des transports, et y compris, vous allez voir la réaction que vont avoir tous les élus de tous bords par rapport à la question du Grand Paris Express. Vous allez voir que ça, c'est pas un problème gauche-droite cette affaire. Quand vous êtes dans la question de comment les territoires de grande couronne trouvent leur place dans un pôle métropolitain et le Grand Paris, vous verrez que ça transcende aussi les relations gauche-droite. Je voulais ajouter 2 choses que j'ai vécues, parce qu'on ne l'a pas dit. Enfin, Dominique l'a dit plus ou moins. Moi, j'ai été de temps en temps surpris par le fait que Disney avait de temps en temps, souvent, une vision long terme supérieure à celle que la puissance publique pouvait avoir. Je l'ai vu en particulier en termes de construction. Hein, puisqu'on parle d'avenir, je pense qu'il faut à la fois effectivement qu'on densifie ce territoire, il y a besoin de logements, mais il faut en même temps penser et laisser la place, pourquoi pas, pour un 3e parc. Donc faisons attention à ne pas obérer l'avenir par une urbanisation qui ne serait pas intelligemment faite en voyant le futur. La différence entre eux et vous, je pense que c'est essentiel. Pas de mandat, donc ils ont le temps. Donc ça, c'est un rapport. Et j'ai été quand même, c'est surprenant de voir que c'est une société, pas pour regarder les projets, mais que c'est une société privée, méchant capitaliste, qui de temps en temps nous disent, souvent on dit les capitalistes ils voient qu'à court terme. Bah là, en termes d'urbanisation, de temps en temps, je pense que Disney essaye de voir plus loin, et il faut qu'on le prenne en compte. 2e élément, c'est assez, me semble-t-il, que je souhaitais dire, c'est que cette logique de construction de la ville entre un partenaire public et privé, je pense qu'il y a d'autres endroits en France où on pourrait s'en inspirer. J'ai un exemple, puisque je suis Seine-et-Marnais, donc je regarde les projets Seine-et-Marnais, c'est le rapport entre ADP, qui est aujourd'hui une entreprise privée, même si elle n'est pas, qui a un cœur de métier qui est là aussi l'aéroport, comme le cœur de métier de Disney, c'est le parc de loisirs, mais qui a aussi un autre métier qui est l'aménagement, ne serait-ce que pour équilibrer et on n'est pas dans, on n'est pas dans un rapport aussi intelligent qu'on l'est ici, aussi exigeant sans doute, difficile de temps en temps, pour tout un tas de raisons. Donc on va appeler les Américains la rescousse. Non, je ne
Je ne souhaite pas qu'on donne, qu'on privatise ADP, plus qu'il ne l'est déjà avec la reste français. Mais voilà, mais c'est. Donc je pense qu'il y a aussi un exemple à donner. Dernier point pour l'avenir. On sera quand même confronté, Jean-Jacques le disait, et si c'était à refaire, et je reboucle, les débats ne seraient pas les mêmes. Je pense que la question, ça ne serait pas des paysans qui défendent leurs avantages. Ouais. Ça serait une vraie question de société sur la préservation des espaces naturels. Bien et sûr. Donc les choses seraient probablement. Il y a la dimension écologique qui est nouvelle. On a commencé avec vous, Monsieur Balcon, on va terminer avec vous. Alors, si c'était à refaire, on refait pas. Et Disney dans 20 ans. Bien sûr, si c'était à refaire. Donnez-nous des idées, moi je les note après. Hein. Bien sûr, si c'était à refaire, bien sûr, on replonge. Je pense pouvoir parler au nom de mes amis ici présents. Mais on replonge, mais ce que j'aurais souhaité, c'est avec l'expérience que j'ai maintenant. Donc on aurait pu négocier beaucoup plus, et puis avoir 20 ans de moins, ce serait vachement bien, oui. Non, c'est un projet terriblement passionnant, prenant, mais quelque part angoissant. C'est-à-dire que avec mes amis élus, on construit une ville actuellement, et avec nos partenaires, on construit une ville. La construction, c'est bien, mais la gestion, c'est aussi notre rôle de gérer ce qu'on construit. Or, on s'aperçoit que le monde change, les lois changent, les gouvernements changent, et qu'on se retrouve peut-être dans un contexte maintenant qui n'est pas tout à fait le contexte de départ d'il y a 20-25 ans. Donc, il faut savoir s'adapter, et comme le disait Darwin, l'adaptation, c'est l'intelligence de l'homme. Eh bien, nous allons continuer à nous adapter, à nous défendre quelque part, pour défendre les habitants, de façon à ce que nous avons fait jusqu'à présent d'une manière extraordinaire se poursuive dans les meilleures conditions. Mais en gardant, bien sûr, toute notre place d'élus et défendre les habitants du Val d'Europe. D'accord. On peut dire un tout juste. Oh bah, ça faisait longtemps, oui. Allez-y. Non, juste pour vous dire sur votre thème pendant 20 ans, là vous l'avez appelé, votre thème de la discussion, du refus à l'acceptation. Ouais. Je trouvais que c'était pas très enthousiaste. Alors peut-être que ça sera de l'acceptation à l'enthousiasme dans quelques années. Voilà, bravo. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Allez-y, osez. Non? Ah, si, il y en a une là-bas. Voilà. Madame. Oui, bonjour. Je voulais revenir sur la question écologique, parce que, qui a été abordée plusieurs fois. Il me semble qu'il y a peut-être différentes façons de la traiter. Alors, vous avez parlé du village nature, je pense que c'est pas tout ce que c'est. Est-ce que vous pouvez en évoquer? Est-ce que ce village répond à la question écologique, sachant que la question écologique, c'est en termes de, on va dire, effectivement de tourisme nature, mais c'est aussi en termes de mode de vie pour les habitants du Val d'Europe. Et j'aimerais bien qu'on puisse aborder cette question. Je vous remercie. Bien sûr. Dominique, je vais peut-être vous laisser. Vous voulez dire un mot? En ce qui nous concerne, je ne sais pas si vous avez entendu parler du centre aquatique du Val d'Europe. Nous avons un data center, un centre de données informatiques à côté de notre piscine. Eh bien, cette piscine est chauffée grâce à la chaleur dégagée par les ordinateurs. Et c'est déjà une avancée assez extraordinaire dans le mode de préservation des énergies naturelles. Dominique. Très rapidement, parce que sinon, dans 2 heures, on y est encore. Ouais. Mais présenter Village Nature en quelques mots. Oui, je crois que simplement, ces Villages Nature, c'est la réponse d'aujourd'hui de grandes sociétés qui ont une responsabilité, je dirais, d'accueillir des millions de gens, et notamment des enfants, et de pouvoir se projeter dans l'avenir, dans leur métier, en prenant en compte les défis environnementaux de notre temps. Et donc c'est une autre page qui s'ouvre, mais qui correspond tout à fait à ça, moi qui m'est cher depuis très très longtemps, parce que je pense que il y a ce rapport de l'homme à la nature n'est pas forcément un rapport à la nature sauvage, etc. C'est un rapport qui est en fait un rapport dans lequel on est 7 milliards, on sera 7 milliards en 2050, poser la question de la cohabitation possible. Et donc, au fond, dans notre modeste contexte du tourisme et loisirs, qui est quand même très important, c'est vrai à l'échelle mondiale, ben on va essayer de donner des réponses. Alors, très concrètement, je prends un exemple, il y en aurait 50, mais un qui est pour le plus important. La transition énergétique. Aujourd'hui, Village Nature est basé sur un dossier qui, d'ailleurs, le permis minier est déposé ce matin. Vous voyez, c'est symbolique. Comme quoi ? D'un puits géothermique à 1800 mètres de profondeur,
et qui va amorcer la transition énergétique majeure, non seulement de Village Nature, mais de Val d'Europe. Pourquoi? Parce que ce puits énergétique, il va aussi servir 40% des besoins en énergie des deux parcs et des distillants d'hôtels. Et que la conduite qui ira de Village Nature au parc traversera le Val d'Europe, et que peut-être dans 10 ans, nous aurons un deuxième puits géothermique. Qu'à cela, il y aura peut-être aussi un méthaniseur, je dirais, d'envergure métropolitaine, et qu'on est en train de bâtir ici quelque chose dont vous n'avez même pas idée. Un peu le tourisme de demain, peut-être. Qui est non seulement le tourisme, mais c'est la ville de demain, et qui s'appuie aujourd'hui sur un concept complètement fondamental qui est celui de l'énergie. Alors vous voyez, il y a les débats qu'on a sur, je dirais, les frivolités ou les choses très importantes, et il y a des choses de fond qui n'auraient jamais pu être possibles sans cette tension créatrice, toujours appelée comme ça, entre les différentes parties prenantes. Merci. Il y avait une autre question, je crois. On va laisser... Je vais dire un mot, s'il vous plaît, sur la question, parce que bon, j'ai été à l'origine d'un livre blanc sur les effets d'impact environnementaux de Village Nature, qui a regroupé 8 communautés de communes, 114 communes, plus de 100 000 habitants. Et je dois dire qu'au départ, ce n'était pas gagné. C'était pas gagné. Le regroupement, pour certains, avait plutôt vocation à condamner, à critiquer. Et la qualité du projet qui nous a été présenté, avec son évolution, qui fait qu'effectivement, c'est un véritable laboratoire pour le futur. Moi, je le dis. Et en même temps, ça va faire évoluer la notion du rapport de l'homme avec la nature, et surtout l'homme de la ville. Et ça, moi, j'y crois beaucoup. Et je pense qu'à terme, on va s'inspirer, et vous avez pu le faire grâce à la puissance que vous avez de la société Village Nature, ce que n'aurait pas pu faire une collectivité, fût-elle aussi grosse que possible, avec les risques que vous avez pris. Et moi, je voudrais saluer par exemple l'enquête publique qui a eu lieu sur ce territoire. Et c'était pas gagné, c'était pas gagné. Eh bien, parce que vous avez élevé le débat, parce que vous avez démontré des choses de très haute qualité pour l'avenir, eh bien, finalement, à l'heure d'aujourd'hui, les choses se passent bien et les gens attendent ce projet pour s'en rendre compte. Merci, Monsieur Barbeau. Alors, mademoiselle. Bonjour, je m'appelle Lucie Reverol, je suis étudiante à l'école d'architecture de Paris-La Villette. Donc, j'avais une question pour vous. Donc, on a constaté que Disney a réussi donc, dans un rôle d'aménageur, là où en fait l'État a échoué dans, par exemple, la construction des villes nouvelles. Et donc, du coup, je me demandais, est-ce que c'est pas un peu significatif d'un affaiblissement de l'État dans son rôle d'aménageur? Et est-ce que vous envisagez que, à l'avenir, pour créer des villes nouvelles, eh ben, il faut qu'il y ait forcément un partenariat avec une entreprise privée? Alors, il y avait... je vais juste un point, parce que je ne peux pas rester sans réagir sur l'échec soi-disant des villes nouvelles. Après, monsieur Housset. Tout à l'heure, mais je pense que probablement que Bertrand en rajoutera. Qu'on apprenne et qu'il y ait des choses qui aient été... qui soient plus adaptées, y compris d'ailleurs à la construction de la ville durable aujourd'hui sans doute, mais les villes nouvelles ont quand même été un moyen de répondre à une question qui était quand même fondamentale et à laquelle on répond moins bien aujourd'hui, qui est celle de loger nos concitoyens. Donc je ne peux pas laisser considérer qu'il y aurait eu un échec. L'État s'est plutôt bien comporté, y compris avec ses aménageurs. Mais voilà, je voulais juste répondre sur ce point. Juste une précision, dans le projet du Val d'Europe, l'établissement public EPA France est l'aménageur, et donc il représente l'État, et donc c'est un partenariat public-privé. C'est pas, je voudrais insister sur le fait qu'il n'y a pas eu ici, comme dans d'autres cas, une délégation par la puissance publique au privé qui fait tout. Ici, c'est un partenariat où la puissance publique assume son rôle d'aménageur pleinement, et le développeur privé, la puissance publique aménage et amène les grandes infrastructures. Et le partenaire privé, je dirais, développe des programmes immobiliers et prend effectivement des risques par rapport à ça. Il a pris de formidables risques qui se sont avérés, qui ont abouti à ceci grâce à l'assurance qui lui a été donnée dans un temps long de pouvoir avoir la garantie de développer sa vision. Et donc, c'est un partenariat public-privé. Il n'y a pas de faillite de l'État. Au contraire, c'est un nouveau modèle d'intervention de l'État. Affaiblissement, c'était pas faillite que... Alors, est-ce qu'il y a une autre question? Monsieur, là. Je vais encore en prendre deux questions.
Oui, bonjour. Une question sur la gouvernance. Oui. Dans la démarche que vous avez évoquée, la gouvernance est un enjeu fort, difficile à élaborer, difficile à gérer. Et le problème des salariés de Disney par rapport à cela, puisque d'un côté, vous avez des actifs résidents sur le périmètre, et de l'autre, vous avez des salariés de Disney qui, eux, viennent de l'ensemble de l'Île-de-France. Comment ces salariés sont pris en compte dans la réflexion globale sur la gouvernance du territoire? Dominique? Alors, je vais commencer par une illustration qui m'a toujours marqué, que je répète souvent. Quand on a ouvert en 92, un tiers des employés de Disney habitaient la Seine-et-Marne. Aujourd'hui, 70%, plus des 2/3 habitent la Seine-et-Marne. Donc, c'est un phénomène d'ailleurs qui devrait être médité par les urbanistes et les bureaux d'études, parce que ça montre quand même que les gens ont envie de se rapprocher de leur emploi quand ils le peuvent. Et qu'on devrait en tirer les conséquences. Alors, moi, ce que je peux vous dire, c'est que, bien entendu, du côté de la société Disney, il y avait la volonté de prendre en considération ses propres besoins, mais en même temps, il y a toujours eu, et dans un consensus avec les collectivités locales et l'EPA, de ne pas créer une ville comme Clermont ou Sochaux, etc., une ville Disney, quoi. Et donc, on n'a jamais fait beaucoup de prosélytisme. Alors, ça a été dit pour faire de l'entrisme politique, ça c'est clair que ça a même été un tabou, mais en même temps, on n'a pas non plus énormément promu, je dirais, le logement des employés de Disney sur place, mais plutôt sur une vision un peu plus dynamique. Par contre, alors ce que je veux dire quand même important, c'est que statutairement, et c'est quand même des choses dont on peut être un peu fier, au niveau du comité central d'entreprise, tous les grands aménagements étaient soumis à l'approbation du comité, la phase 2, la phase 3, je pense le village nature, l'avenant 10, et ont tous été approuvés par le comité central. C'est-à-dire que, et malgré, bon, vous savez, certaines tensions qui peuvent se produire dans l'entreprise. Donc il y a toujours eu un très grand consensus, y compris au niveau des représentants des employés, sur la vision à terme du site et de son environnement. Une dernière question. Ah, il y en a 3. Est-ce que vous pouvez les grouper? Je vais être poli. À vous, madame. Voilà, et après on va en prendre une. Mettez-vous d'accord tous les deux, comme ça on en prend une dernière. on va les prendre les deux. Je vais juste demander d'aller vite et de donner des réponses assez courtes. Voilà, on va les prendre les deux là aussi. Non, moi j'avais juste une question sur dans ce concert finalement de congratulations qui est naturel, puisque c'est un. Ça n'a pas toujours été le cas. Hein. Non, mais puisque c'est un anniversaire et on s'en félicite. Quels sont encore les problèmes? Qu'est-ce qu'il faut résoudre? Alors qui prend un peu, Mme Brunel? Enfin, un problème, je dis une chose, c'est que dans ce développement urbain, c'est vrai que les élus doivent avoir leur vision, qu'elle doit être entendue, qu'il y a le problème de tous les équipements publics, et ça, c'est aux élus qu'incombent les frais de fonctionnement, et on a cet immense problème de circulation, aussi bien par les voies départementales, même les lotissements parfois servent de route, et que un des problèmes très importants, c'est le problème des transports, par la route, par le RER A, et me rappelait M. Villain, est le RER le plus utilisé au monde, dans des conditions dramatiques, et les transports sont pour moi un véritable sujet, et je pense qu'il faut une maîtrise absolument de l'urbanisation. On ne peut pas aller comme ça, il faut une maîtrise de l'urbanisation, il faut que les élus aient leur mot à dire là-dessus. Merci madame. Monsieur, et après c'est... J'aurais voulu juste rajouter un petit mot. Une des choses qui me paraît importante, et c'est moi le technicien qui le dit, c'est l'unité politique. L'unité au sens d'avoir une collectivité unique, au moins sur le Val d'Europe. Je partage complètement l'avis qui a été évoqué d'avoir une agglomération sur l'ensemble de Marne-la-Vallée. C'est une vision à terme qu'il faut espérer dans le cadre du Grand Paris. Mais à plus court terme, je dirais, si on arrivait à une unité, une commune unique sur le Val d'Europe, ce serait pertinent parce que, je dirais, ça correspond, je dirais, à une ville unitaire qui est en train de se faire. Si ça coûte moins cher. Si ça coûte moins cher. Il faut économiser les deniers de l'État. Si ça coûte moins cher. Monsieur. Bien, tout le monde s'accorde à considérer que l'aménagement de ce territoire est une réussite, mais je dirais, si on regarde du côté du développement des activités économiques, il faut bien reconnaître, même si de nombreuses entreprises sont installées,
que le résultat n'est pas à la hauteur des objectifs qui étaient affichés au départ. Simplement, peut-être pour renforcer encore l'attractivité de ce territoire, est-ce qu'il n'y aurait pas 2 points sur lesquels il faudrait insister? Alors je sais qu'il y en a un sur lequel tout le monde sera d'accord, c'est le développement de la formation et de l'université sur ce territoire, mais est-ce qu'il n'y a pas également à envisager d'avoir une ambition beaucoup plus importante en matière de développement de l'offre culturelle? Alors, qui prend la réponse sur cette table? Oui, non? Personne? M. Belcou. Bien évidemment, je ne peux être que d'accord avec Fernand Verdelet. Vous le disiez, madame, on s'est congratulé. Effectivement, le boulot qu'on a fait, c'est un boulot. Mais je l'ai dit peut-être à parole masquée, il y a plein de choses à traiter encore. On en a parlé, il y a les transports, il y a le culturel, mais ça nous prendrait encore une autre table ronde et toute la journée. Et il y a le problème si j'ai l'autorisation de tirer, on en fait une cet après-midi. Hein. Il y a le problème des entreprises. Ah, voilà, c'est le sujet de demain. Comme quoi. Il y a le problème des entreprises connexes pour diversifier les entreprises sur le secteur, mais ça, c'est encore un autre sujet. Donc, oui, on a fait du bon boulot, mais il y a encore beaucoup de choses à faire, et il y a beaucoup de choses à faire pour répondre aux habitants. Pour compléter ce que vous dites, Dominique, et après vous, madame, et après on prend la dernière question avec monsieur, si on peut lui donner le micro d'ailleurs. Moi, je vais simplement être un petit peu hors sujet, mais ça, depuis tout à l'heure, j'ai envie de le dire. Il y a dans la salle Denis Gaillardon, qui a été le président d'EPA France et aussi maire de Céris, et qui est avec nous, et tous ceux qui sont là, parmi les hommes et les femmes de bonne volonté qui ont fait le Val d'Europe. Il y a aussi une autre personne qui est américaine, pas Michael Eisner, encore que, etc., mais un Chinois ou un Américain d'origine chinoise, Wing Chao, que tout le monde connaît aussi, qui a été mon mentor en matière d'urbanisme et d'architecture, à qui on doit beaucoup. Si vous ajoutez ces 2 personnes-là, vous avez les capteurs. dont tu parlais tout à l'heure. Et d'ailleurs, je te remercie Thierry et toi pour avoir permis cela, mais je voulais le faire parce que Thierry, c'est tout à fait mérité pour Denis. D'accord. Non, juste 2 mots, mais peut-être ça va être un peu impertinent. Je ne suis pas sûr que l'offre culturelle soit un élément moteur pour l'installation d'entreprises dans notre grand secteur qui est si utile. Voilà. Cela dit, il y a quand même une offre culturelle là. Monsieur, la dernière question. Merci d'avoir accepté ma question. Merci aussi pour la richesse des débats. Je voulais rebondir. Vous avez parlé bien sûr de la dynamique économique et de l'attractivité du territoire. Quelles sont les incidences sur le foncier? Quelles sont les incidences sur le prix du foncier? Et quels sont les impacts que ça peut avoir justement en matière d'attractivité? Je vois M. Barbeau qui réagit là. Merci beaucoup. Ah, vous nous dites un petit mot, à moins que vous vouliez... Oui, la réponse est relativement simple. Je dirais le foncier sur le périmètre du Val d'Europe est entièrement maîtrisé par la puissance publique. Je dirais tout le foncier disponible, à part quelques petites parcelles dans les bourgs. Donc je dirais ce foncier est brut et sous contrôle, et il est ensuite cédé pour la partie qui est dans le périmètre Disney à prix de revient à Disney, qui lui le cède au prix du marché, mais du marché tel qu'il est. Et forcément, par exemple, pour le développement des activités, c'est un prix, je dirais, incitatif pour favoriser la venue d'entreprises. Donc, je dirais, c'est la réponse que je peux vous faire qui est assez simple en la matière. Il n'y a pas de montée spéculative, en tout cas du foncier, sur le périmètre. Ah voilà. Oui, juste sur ce sujet. Là, je vais prendre ma casquette après, on arrête, hein. Après, on arrête. Ouais. De président de Seine-et-Marne Développement. C'est des débats, et qu'on a aussi d'ailleurs à l'établissement public sur la question du coût du foncier, alors en dehors du fait qu'il est maîtrisé, etc. J'espère qu'il n'y avait pas derrière l'idée sous-jacente qu'il faut que ce soit très peu cher pour être attractif. Parce que je ne crois pas du tout à une attractivité par un prix très bas pour faire venir les entreprises. C'est un peu comme pendant des années, on s'est battu, les élus, sur la question du rééquilibrage à l'Est. Mais quand on dit ça, ça voudrait dire qu'en gros, on est dans une position inférieure, on est tellement à rien. Et c'est pas ce qui fait envie, hein. Si vous commencez par dire qu'il faut nous rééquilibrer. Nous, on ne veut pas être rééquilibré. On a nous-mêmes les capacités de nous développer parce qu'on est attractif. Dans l'attractivité, je pense que c'est la même chose, c'est pas le prix, c'est vraiment l'attractivité qui compte, et on a dans ce territoire une attractivité assez forte. On parlait d'équipement culturel, par contre, je pense qu'il y a un équipement qu'il faut qu'on arrive à sortir assez vite, c'est le centre d'exposition. Alors, par œcuménisme politique, on va laisser la parole à M. Barbeau. On n'a pas ce genre de soucis ici. Hein.
Moi, je voudrais quand même dire qu'effectivement, dans les communes environnantes non situées sur le territoire du Sanne-Haute, les prix ont monté. La demande a énormément augmenté, ce qui contribue à ça. Mais je dirais tant mieux, parce qu'il faut bien reconnaître cette formidable locomotive a évité à nos villages de devenir des villages dortoirs. Il y a eu une évolution, y compris en termes de population, et moi j'en suis ravi, et ça va continuer, voire avec d'autres équipements qui vont voir le jour grâce à cela. Moi, pour conclure, je souhaite à chacune et à chacun de vivre l'aventure que j'ai pu vivre grâce à cela. Merci. Merci à toutes et à tous. Merci à vous.